Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! De plus en plus d'écoles et de formations demandent en fait à leurs futurs recrues de venir passer des oraux de sélection. Et c'est quand même un exercice qui fait souvent un petit peu peur. Je suis sûre que tu as passé déjà des oraux. En fait, en première, tu as passé ton bac de français, tu as passé ton brevet en troisième, où là aussi tu as eu un oral. Mais là, en fait, le principe, il n'est pas exactement le même. Tu vas pas passer un examen, mais bien un oral de sélection. Quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de la discussion. Alors, comme c'est pas forcément très simple, j'ai contacté une pro. Elle s'appelle Marie. Elle a fondé l'entreprise Avenir Orientation. Marie, elle a plusieurs casquettes. Sa première, c'est d'être coach en orientation. Sa seconde, c'est d'accompagner les jeunes qui préparent Sciences Po. Et sa troisième, c'est d'accompagner les jeunes qui veulent préparer un oral. Et elle est tellement forte dans la préparation de l'oral qu'elle a même créé une formation en ligne qui s'adresse à toi, aux parents qui veulent aider leurs enfants, mais aussi aux professionnels qui travaillent avec les jeunes et qui veulent aussi les aider à préparer des oraux. Alors, c'est une formation pratique, très concrète, et j'ai vraiment été convaincue et je trouve que ces conseils vraiment valent de l'or. Je te mettrai les liens de la formation dans les notes de l'épisode. Alors, je me suis dit que si toi aussi, tu vas passer un entretien et que peut-être tu ne peux pas travailler avec un professionnel comme Marie, eh bien, je me suis dit que on pourrait demander à Marie de nous partager ses meilleurs conseils. Si jamais tu connais quelqu'un aussi qui est dans la même situation que toi et qui va passer un oral, bah écoute, partage cet épisode parce que je suis certain que là aussi, toi et tes amis, vous allez apprendre énormément de choses. Voilà, je vais te laisser avec l'épisode et je te retrouve à la fin pour faire un tout petit débrief sur les principaux conseils que Marie nous a donnés. Bonne écoute! Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va aujourd'hui? Très bien Corinne, je suis ravie d'être là. Super. Écoute Marie, c'est sympa de me rejoindre aujourd'hui sur ce sujet qui est l'oral et qui va vraiment intéresser à mon avis pas mal d'élèves. Alors peut-être qu'avant qu'on commence, moi je te connais plutôt bien. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur qui tu es? Oui, avec plaisir. Alors moi j'ai 3 casquettes. Je suis coach en orientation, donc j'accompagne des élèves, qui souhaitent définir un projet d'orientation et dans leur vœu Parcoursup. J'ai une prépa Sciences Po parce que c'est une Mhm. école dont je suis issue et j'ai été prof à Sciences Po Paris, donc j'accompagne les élèves dans le cadre d'un accompagnement individualisé, pour préparer les épreuves de Sciences Po Paris. Et j'accompagne effectivement un certain nombre d'élèves, dans leur préparation aux oraux d'admission, qui est voilà, une partie importante de mon activité et que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Bon, bah c'est chouette, c'est super. Parce que c'est vrai que de plus en plus, moi je trouve que dans Parcoursup, il y a quand même pas mal d'écoles, même des IUT, qui se contentent pas seulement des notes, mais qui veulent voir les élèves. Et c'est vrai que bah, la préparation de l'oral, ça devient une partie intégrante de l'orientation. Alors, je crois qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, nous, on va pas s'axer sur la préparation des oraux d'école de commerce ou de Sciences Po. On va rester assez général dans nos conseils. On réfléchissait un petit peu avant à la manière avec laquelle on peut s'organiser et je pense que c'est peut-être bien qu'on dise que voilà, on va voir un petit peu tout ce qu'on va faire avant l'oral et puis comment on peut aborder l'oral le jour J. Ça te va? Parfait, faisons ça. Ok. Alors toi, Marie, les élèves que tu accompagnes et qui vont préparer un oral, justement, tu leur donnes quels conseils pour mettre les meilleures chances de leur côté de réussir? Alors déjà, je leur conseille de se préparer, c'est-à-dire que je vois encore beaucoup d'élèves avoir le réflexe de se dire je suis pas bon à l'oral ou alors je sais pas à l'avance quelles sont les questions qui vont être posées, donc ben ça va être une question de chance, ça va être voilà, je vais croiser les doigts pour que ça se passe bien, que ce soit les questions qui m'arrangent et j'y vais. Donc déjà non. Non. Les oraux se préparent, la plupart des oraux en fait se ressemblent et il y a un certain nombre de questions, en tout cas un certain nombre d'attendus qui sont les mêmes, quels que soient les oraux qu'on prépare. Ouais. Et je conseille vraiment déjà d'être proactif, quoi, de s'y mettre. Alors, 6 mètres,
concrètement, c'est bien, mais on fait comment? Ouais. Alors en fait, il y a différentes choses, différents blocs à travailler, différents arguments à rassembler. Il y a déjà une très bonne connaissance de la formation à avoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir où on met les pieds. C'est complètement rédhibitoire. Moi, j'ai été jury à l'oral pour Sciences Po et j'ai vu encore trop d'élèves, tu vois, qui arrivaient avec une méconnaissance totale de l'établissement. C'est-à-dire qu'ils étaient là sans doute pour le prestige, pour faire plaisir à leurs parents, parce que ça correspondait à leur niveau scolaire et à une attente sociale sans doute. Mais quand toi, tu es dans une posture d'examinateur, que tu veux savoir si un élève match avec ton école, et que là, tu te rends compte qu'il ne sait pas où il est, en fait, c'est complètement pénalisant parce que tu te rends compte que c'est un défaut de motivation, l'élève ne s'est pas renseigné, etc. Donc ça, c'est vraiment problématique. Donc il faut vraiment à la fois se renseigner, mais quand je dis se renseigner, c'est vraiment sur le bout des doigts. Alors moi, mes élèves, je leur explique, vous faites des fiches, donc j'ai des fiches toutes faites, il faut connaître euh, l'école et la formation, connaître le programme, connaître pourquoi pas des enseignements. La plupart des formations sont assez transparentes sur les cours qu'ils donnent, donc on peut avoir accès au syllabus, aux informations. Voilà la proportion d'étudiants étrangers, est-ce qu'il y a des semestres à l'étranger, comment ça se passe en termes d'insertion professionnelle, est-ce qu'il y a des stages, est-ce qu'il y a des associations, l'extrascolaire aussi peut être intéressant à creuser pour justement montrer au jury qu'on s'identifie, on se projette vraiment dans la vie de l'école et qu'on a envie d'y aller. Ça, c'est vraiment une première. Normalement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà censé être fait pour l'écrit. Quand les oraux sont précédés par une candidature écrite, on est censé déjà avoir fait ce travail, d'avoir bien exploré la formation et de très bien la connaître. Enfin, je te rejoins aussi dans le sens où si tu explores bien la formation, peut-être que tu vas te rendre compte aussi que, moi j'ai un élève là récemment qui m'a dit, pour faire sa lettre de motivation, il m'a dit, mais en fait, plus je regardais la formation, plus je me rendais compte que c'était pas fait pour moi, quoi. Donc, Exactement. c'est hyper utile, pas seulement pour performer à l'entretien, mais aussi pour savoir si oui ou non tu t'y vois. Et Oui. je te rejoins aussi sur les associations. Quand j'entraîne des élèves là, qui vont passer leurs oraux pour les Pays-Bas, au University College, une des questions qui revient, c'est quel rôle vous pensez pouvoir avoir dans nos associations? Qu'est-ce que vous pouvez avoir et qu'est-ce que vous pouvez apporter? Donc la connaissance des associations et de l'extra-curricula, c'est vraiment important aussi. C'est pas seulement connaître que les programmes, mais les programmes C'est aussi. ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est que c'est exactement comme ça que naît la motivation. Tu vois, c'est qu'en fait, en se confrontant à l'école, on y laisse un petit bout de soi et on voit à quoi on s'identifie, ce qui nous plaît, etc. Et c'est ça, précisément, la motivation. Donc, quand on est dans une démarche de motivation, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, dans le cadre des fameux oraux dont on parle, c'est précisément ça, la motivation. C'est de savoir dire, c'est ça et ça que je fais mien dans votre proposition et qui me plaît à moi. Exactement. Ok, donc une fois qu'on a passé son temps à creuser le site internet, pas que les sites internet, hein, les réseaux sociaux, aller aux journées portes ouvertes, Exactement. avec des élèves, enfin voilà, ça s'arrête pas seulement à internet, hein, des anciens élèves, voilà, on revient à notre LinkedIn Très professionnel. important, le contacter des anciens élèves. Ouais. Tu as évoqué ça à l'instant, c'est hyper important. C'est extrêmement riche. Mm. On glane énormément d'informations à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une démarche que j'encourage. Si le temps le permet, ça permet vraiment voilà, d'avoir un niveau d'information plus riche et encore une fois, de le faire non pas seulement pour l'épreuve, mais aussi pour soi, pour Mais conforter oui. son projet et son envie. Et là, les réseaux sociaux sont top, hein, parce que tu vas sur LinkedIn, tu mets le nom de ton école, tu vas sur Instagram aussi. Il y a plein de manières de contacter d'anciens élèves, même si on connaît personne. Donc voilà. Ok. Exactement. On fait ce travail sur la formation. Est-ce que ça suffit? On y va là? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses à préparer à ton avis? Non, il faut aussi travailler sur comment dire, l'intérêt porté au domaine, plus largement. C'est-à-dire, souvent, ces écoles, voilà, qu'on demande, qu'on présente une école de commerce, une école vétérinaire, une école d'ingénieur, Sciences Po, euh, voilà, ça suppose qu'on s'intéresse à un certain nombre de domaines d'actualité, un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de sujets. Et donc, il faut pouvoir montrer aux examinateurs qu'on est curieux et que cet intérêt, il est sincère. Donc, il y a une culture générale à acquérir, sur laquelle moi j'essaye toujours de pas mal, tu vois, enfin, faut démythifier aussi un peu le truc, c'est-à-dire la culture générale, il ne s'agit pas d'être un expert avant même d'avoir fait l'école. On postule en tant qu'élève pour devenir un étudiant, pour acquérir un certain nombre de connaissances et un certain nombre de savoirs. Donc on ne va pas nous demander au moment de l'oral de déjà tout savoir. Mais il faut pouvoir simplement
montrer qu'on est à la bonne place et qu'on a un réel intérêt, un intérêt sincère pour ces domaines-là. Donc, par exemple, pour Sciences Po, il faut montrer un intérêt pour les grands enjeux du monde contemporain. C'est hyper large. Et moi, mon pari, ce que je propose toujours à mes élèves, c'est de dire, vous ne pouvez pas tout balayer, tout embrasser, vous ne pouvez pas tout savoir. Personne, d'ailleurs, ne peut tout savoir. Donc, allez explorer en priorité ce qui vous intéresse vraiment. C'est sur ces sujets-là que vous allez envie de dédier du temps, de l'énergie et avoir peut-être une régularité dans le temps. Quand on prépare un oral, on n'a pas toujours le temps d'être hyper régulier, mais voilà, de pouvoir creuser un certain nombre de sujets, autant le faire dans des domaines où on est vraiment intéressé. Après, on n'a pas le temps, mais sincèrement, dans sa journée, il y a plein de petits temps morts où on peut mettre justement, aller placer de l'info et chercher de l'info. On en parlait juste avant, c'est vrai que nous, souvent, les élèves qui viennent nous voir, ils nous disent oui, moi je suis Hugo Décrypte, c'est super, c'est très bien, mais il y a plein de choses où on peut quand même aller un peu plus loin. Tu as des idées, toi, peut-être de sites, podcasts, de choses comme ça qu'on peut faire pour développer? Oui, alors encore une fois, ça dépend vraiment beaucoup des domaines et des écoles auxquelles on postule, hein, mais il y a une presse économique, une presse business pour les sujets, pour les élèves qui présentent des business schools ou des programmes en management. Il y a des podcasts. Alors moi j'adore, je trouve que Radio France est vraiment merveilleuse. C'est vraiment un support. Il y a des émissions mais de qualité exceptionnelle tous les jours, proposées en rediffusion tout le temps. Tu vois, moi, mes élèves qui présentent des écoles d'ingénieurs, moi je suis pas du tout ingénieur, et il y a plein d'épisodes de vulgarisation scientifique qui s'adressent vraiment à tous les publics, c'est-à-dire qu'on soit fort en maths ou pas, en gros. Donc vraiment, pas hésiter à creuser ces sujets-là, encore une fois, dans une démarche de sincérité, mais le faire, vraiment s'y atteler, sur des sujets plus en lien avec l'actualité ou les sciences humaines et sociales que je connais, ces sujets que je connais mieux. Voilà, il y a il y a l'heure du monde, et il y a vraiment sur France Culture, il y a énormément de podcasts passionnants. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il ne faut pas avoir peur parce que ça s'appelle France Culture, hein, sincèrement. Il y a des podcasts très courts et très, très simples aussi sur France Culture. Je pense aussi à ceux qui vont avoir la partie en anglais de l'entretien. Parfois, ça fait peur. Et là, justement, il y a plein de petits podcasts. Je pourrais peut-être les mettre dans les notes de l'épisode, des podcasts assez simples. Alors, évidemment, si on est assez doué, on peut écouter déjà ceux de la BBC. Pareil, il y a l'équivalent de l'heure du monde sur la BBC. Mais il y a aussi des petits podcasts en anglais qu'on peut mettre tout simples, qui permettent aussi de raviver l'écoute. Parce que souvent, c'est ça qui stresse. C'est-à-dire on a un peu du mal à parler, mais on a surtout beaucoup de mal à comprendre la question. Donc, Oui. bien se mettre, et pas seulement dans les séries. Les séries, c'est bien, mais c'est toujours le même type de vocabulaire. Là, on passe sur du vocabulaire un peu plus technique. Et je pense que, voilà, j'adore le podcast, donc, mais Ouais. il y a de quoi faire aussi pour se préparer sur cette partie en anglais. Et en complément de ce que tu dis, il faut aussi varier les sources. Je pense que c'est aussi très important de pas... parce que j'ai des élèves qui ont trouvé un peu leur marotte. Par exemple, l'heure du monde, ça marche très très bien, mais c'est intéressant de regarder un peu d'autres supports. Et pourquoi pas des documentaires. Arte propose des choses hyper intéressantes. Voilà. Et puis adapter ça aussi, le faire. Et donc adapter ça aussi à son mode de vie. Si on a un temps de transport important le matin pour aller au lycée, dans le bus, on se met un podcast dans les oreilles. Si à l'inverse, on est plus à l'aise avec l'idée de lire quelque chose, on va lire un article, une revue, quoi que ce soit. Si on n'aime ni l'un ni l'autre, on peut visionner. Moi, j'ai rien contre les documentaires et contre la télévision. Je trouve qu'il y a des choses qui sont extrêmement qualitatives. Mais voilà, l'idée, c'est de varier les sources et surtout de faire en sorte de le faire vraiment. Tu sais quoi, pour le faire vraiment, c'est comme aller courir, quoi. C'est dans ta routine. Tu montes dans le bus, tu mets ton podcast, tu ne poses pas de questions. Oui. Je pense que quand ça devient une partie de ta routine, tu le fais. Ouais, c'est une routine plus quelque chose qui te plaît. Ah bah oui, en gros. parce que sinon, si tu te forces, la routine, elle ne va pas tenir 2 jours. C'est ça, c'est ça. C'est comme courir, en fait. Ok, Ouais. alors voilà, ok, on connaît bien l'école, on s'est un peu mis en mode veille sur tout ce qui est autour du domaine, en fait. De préférence, on s'est mis avant, mais si c'est au dernier moment, c'est déjà très bien au dernier moment, hein. Ça fera mieux que rien. Je crois qu'il reste quand même peut-être encore un point, non, tu ne crois pas, à travailler qu'on a. Ouais, bien sûr, il faut savoir parler de soi. Encore un sujet qui, idéalement, normalement, en tout cas, a déjà été traité dans les candidatures écrites qu'on en a eu. Mais il faut savoir exprimer un certain nombre de choses sur soi-même. Il y a la fameuse présentation, tu sais, la plupart des oraux démarrent comme ça. Bonjour, présentez-vous en 2 minutes. Généralement, c'est 2-3 minutes.
Et donc ça, c'est un exercice qui est assez difficile parce que en peu de temps, finalement, il faut dire beaucoup de choses. Et en même temps, il ne faut pas perdre son auditeur. Il faut dire l'essentiel. Et puis, moi, je remarque quand même un écueil fréquent, c'est que les élèves ont tendance à rester sur du factuel. Tu vois, de l'expérience. C'est-à-dire, moi, je fais ça, ça, ça. Et en fait, ce qui intéresse le jury, en fait, il s'en fiche un petit peu que tu fasses du volleyball, du basketball ou de la natation synchronisée. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui va l'intéresser, c'est ce que tu peux dire derrière et qui tu es. Et ça, c'est quand même un vrai travail auquel on n'est pas habitué, surtout en France, ce travail un peu introspectif de se demander c'est quoi mes forces, qu'est-ce que j'aime vraiment. Voilà, avec l'école républicaine, on n'a pas l'habitude de Non, travailler ça. c'est mal. Non, ça c'est Ouais, vrai. c'est ça. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour à la fois arriver à travailler sur ses atouts, ses qualités. Tu vois, c'est quoi finalement donc ce qui revient un peu à notre premier point, tu vois, ce qui suppose de vraiment hyper bien connaître les attendus de la formation. Moi, je dis toujours à mes élèves, là, il faut brosser le portrait idéal du candidat, comprendre vraiment quel type de candidat ils attendent, quel type de valeur, quel type de compétences, quel type de qualité. On n'est pas obligé de toutes les avoir, mais on doit éventuellement aspirer à les développer si on veut rejoindre cette école-là et en être bien conscient. Donc, développer ses qualités, bien en être conscient et savoir exprimer voilà, des compétences qu'on a pu développer, y compris dans le cadre extrascolaire. Et donc, pas s'arrêter à juste dire je fais de la natation synchronisée, mais expliquer qu'on est particulièrement persévérant, qu'on aime le travail en équipe. Voilà, enfin, un certain nombre de choses qui montrent qu'on considère nos expériences avec un certain recul, qu'on en tire des choses, qu'on essaye de grandir et d'apprendre vraiment de progresser. Et je crois que c'est important aussi ce qu'on disait juste avant, que c'est pas grave si nos expériences, elles nous semblent un peu petites. On parlait justement de celui qui a fait un mois au McDo. Ben, en un mois au McDo, on apprend beaucoup, quoi. Exactement. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais j'ai pas grand-chose à faire valoir, mes expériences, elles sont pas terribles. Oh, moi, j'ai des copains, ils ont des trucs super, mais parce que leurs parents, ils sont introduits dans tel ou tel milieu, du coup, ils leur ont eu des stages, etc. Et très honnêtement, c'est pas très important. Alors oui, forcément, ça crée une petite distorsion à la base, mais on n'a évidemment pas tous les mêmes chances de départ dans la vie. Mais oui, oui, je te citais cet exemple, effectivement, avec le McDo versus l'ambassade. Moi, j'ai un exemple un peu extrême, un élève qui est en mesure, tu vois, de raconter qu'il a bossé pendant tout un été au McDonald's. Il a servi des frites. Mais et versus un élève qui raconterait moi j'ai travaillé dans une ambassade pendant un mois au contact de gens extrêmement importants. Bon, sur le papier tu te dis oulala, moi le McDo ça va pas le faire, j'ai aucune chance face à l'autre, vraiment je fais pas le poids. Et en fait tout dépend de ce que tu peux dire, tu vois, de ton expérience. Si le premier qui a travaillé au McDo il est en mesure de raconter l'esprit d'équipe, le travail sous pression, le fait qu'il a persévéré, qu'il a travaillé avec des horaires contraints, et que tout ça, ça l'a fait grandir, ça l'a fait prendre conscience de la valeur travail, d'un certain nombre de choses, de la ténacité qu'il faut avoir, de l'importance qu'a revêtu tu vois, le travail en équipe et le fait de pouvoir compter sur ses coéquipiers, etc. Versus l'autre qui en fait n'a rien à dire et qui au-delà de l'intitulé, de l'étiquette ambassade, ne peut pas du tout mettre son expérience en valeur. Moi, je l'ai observé, ça vraiment très concrètement dans mon expérience en tant que jury. Je dis toujours à mes élèves, c'est pas l'intitulé de l'expérience qui compte, vraiment pas. C'est ce que vous êtes en mesure de dire. Et ça se travaille, ça se bosse en fait. Il faut réfléchir, il faut se mettre sur sa feuille de brouillon et se dire, ok, alors mes expériences, quelles sont-elles? Et qu'est-ce que je peux en dire? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et en quoi ça fait de moi une personne intéressante pour cette formation? Mais surtout que je pense en fait que les jurys, enfin tu me diras si je me trompe parce que tu as été jury, mais je l'ai été aussi, on n'est pas dupes. Enfin dire un garçon ou une fille de 17 ans qui a trouvé un stage à l'ambassade, on sait très bien que comment il a eu son stage à l'ambassade entre guillemets. Et j'ai rien contre les stages à l'ambassade parce que Exactement. il y a des stages dans les entreprises qui sont vraiment formidables, dans des grandes entreprises et c'est très bien. Mais voilà, comme tu dis, je crois que moi je me rappelle en cours d'avoir une fille qui avait commencé caissière et qui au bout de 2 mois était chef des caissières. Enfin des hôtes de caisse, quoi, hôtesses de caisse, mais cette fille, c'était génial, parce que forcément, ce qu'elle avait pu apprendre dans son supermarché, il n'y en avait pas beaucoup qui dans la classe l'avaient, donc, et elle est allée très loin, donc voilà, il n'y a pas de petites expériences, il y a ce qu'on peut en tirer, je te rejoins.
Ouais. D'accord. Ok, donc ça c'est le travail de préparation. On est prêt pour le jour J à ton avis ou il manque encore quelque chose? Oui, il manque, ça paraît conséquent, hein, dit comme ça. Je te rajoute toujours des choses, mais en même temps, c'est vraiment la preuve de ce qu'on disait, tu vois, au début, c'est qu'on peut vraiment se préparer. Il y a vraiment du boulot et il ne faut pas y aller les doigts dans les poches. Non, ce qu'il faut faire vraiment, c'est s'entraîner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, moi, je vois les élèves que je prépare, donc ils préparent leurs arguments, si tu veux, sur ces 3 blocs. Hein, encore une fois, finalement, l'environnement extérieur, la formation en elle-même, soi-même. Donc un peu, voilà, on fait des fiches, on travaille ses arguments, on les peaufine, ils sont bien propres, etc. Mais il faut se mettre en condition, c'est-à-dire vraiment s'exprimer, s'habituer à faire la fameuse présentation en 2 minutes, parce que 2 minutes, 2-3 minutes, c'est généralement le temps qui est laissé au candidat pour se présenter. C'est assez court. Ouais. Donc si on veut pouvoir dire l'essentiel, c'est-à-dire rappeler les éléments de contexte, qui je suis, dans quelle classe, quel est mon projet professionnel, pourquoi je suis là face à vous, et rajouter un certain nombre de perches. Il faut toujours faire ça dans les présentations. Rajouter des perches pour les examinateurs pour qu'ensuite, dans le cadre de la conversation, ils puissent revenir dessus. Ça, voilà, ça se travaille et il faut répéter. Et donc, il faut aussi répéter à haute voix. Parce que tout ce travail, généralement, là, de nos 3 blocs, on le fait généralement à l'écrit. Mais il y a un switch à faire pour passer à l'oral. On n'utilise pas le même vocabulaire. La temporalité n'est pas la même aussi, c'est-à-dire qu'un texte qu'on imagine pouvoir faire 2-3 minutes de présentation, par exemple, qu'on rédigerait, tu le dis à l'oral, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Donc, il faut pouvoir vraiment s'entraîner, délier sa langue, s'habituer finalement à exprimer tout ce qu'on a à dire à l'oral. Ouais, mais Marie, le truc, c'est que tout le monde ne travaille pas avec toi ou tout le monde n'a pas forcément quelqu'un, non? Comment on fait quand on est tout seul? Ouais, bah, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut le faire vraiment avec des proches. Je pense que c'est déjà très bien d'avoir un cousin, une cousine, sa mère, peu importe, n'importe qui peut être un interlocuteur. Sinon, on le fait soit face à son miroir et encore mieux, on s'enregistre. Ouais. Ça, on se disait tout à l'heure qu'on l'avait fait toutes les deux. Alors, c'est assez, comment dire, c'est assez dur parce que se revoir, se visionner, moi, j'aime pas du tout. Je trouve pas ça très agréable. Et puis, on remarque tous les tics de langage. Mais en même temps, c'est extrêmement instructif. On voit plein de choses. On voit justement. Et tu vois là aussi d'expérience pour avoir des élèves qui parfois ont des parents qui ne sont pas francophones, voilà, et ben même si les parents ils comprennent à peine le français, si tu arrives à faire passer ton message à tes parents qui comprennent pas très très bien ta langue, bah, c'est que tu es hyper clair. Ouais. Ou à ta petite sœur, ou voilà. Donc s'ils comprennent rien, moi je leur dis toujours, vous savez, si vos parents, vos petites sœurs, ils comprennent rien, peut-être qu'il y a un petit problème dans le message que vous faites passer aussi. Alors ok, si c'est des connaissances techniques, mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas si clair. Et moi, je trouve que c'est un exercice excellent de faire son oral à quelqu'un qui a aucune connaissance dans le domaine. Ouais, J'aime très bon beaucoup. conseil. Ouais, j'adore. Je trouve ça trop bien. Bon, là, je pense quand même qu'au niveau de la préparation, on est plutôt bon. Ouais, on est pas mal. Là, Et on donc, est pas mal. on va pouvoir y aller le jour J. Alors, le jour J, Marie, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, encore un tout petit peu en amont du jour J, on prépare la logistique. Mais Ah, on est quasiment sur le jour J. bon. Mais ouais, c'est vraiment important de ne pas parasiter son esprit. On est suffisamment stressé. C'est un moment voilà, qui a avec un fort enjeu. On n'a pas envie de parasiter son esprit avec des problèmes de connexion, des problèmes de coiffure, une bouche trop sèche et on n'a pas pris sa bouteille d'eau. Donc concrètement, il y a 2 cas de figure aujourd'hui. Soit on fait l'entretien en présentiel, donc on se rend dans les locaux de l'établissement ou dans un centre d'examen, soit on le fait en distanciel. Peut-être pour démarrer avec le distanciel, donc il faut vraiment bien baliser son terrain pour être sûr que la connexion Internet est bonne. Moi, je demande toujours à mes élèves d'imaginer un plan B, c'est-à-dire vraiment le smartphone qui est bien évidemment éteint sur le bureau, mais qu'on est prêt à dégainer, à rallumer et à faire un partage de connexion si jamais le Wi-Fi dans la maison plante ou quoi que ce soit. On met un silence absolu, on prévient les proches qu'il ne faut pas qu'on soit dérangé. On organise aussi son setup, quoi. Il faut que derrière ce soit propre, que ce soit rangé. Le derrière. J'ai fait ça une fois, une fille, elle avait une tache sur sa tapisserie. J'ai regardé la tache sur la tapisserie tout le temps et je lui ai dit la prochaine fois quand vous êtes vraiment pour votre école là, vous vous mettez dans un mur blanc parce que c'était Mais terrible. oui.
Ou tu vois, les culottes sales. Enfin, moi, j'avais une fois un élève qui avait son linge, tu vois, ses sweats, ses pulls et tout en bazar derrière sur son lit. Tu te dis, mais non, Non, c'est pas possible. Donc, il faut impossible. vraiment travailler tout ça. Et du coup, pour le présentiel, là aussi il faut se préparer, c'est-à-dire imaginer, bah, alors vraiment très bien baliser son temps de trajet, bien au courant des transports qui vont nous y amener, être large sur le temps. Mais pas trop, Euh, parce que si tu es trop non, large, oui, tu stresses, tu vois. ouais, Nous, c'est vrai, on leur dit, ouais, vous êtes large, mais vous n'arrivez pas 3 heures avant et vous ne stressez pas c'est vrai. encore plus. Tu vois. Donc, faut juste être large, mais pas trop. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, savoir à l'avance comment on a envie de s'habiller, quelle coiffure, quelle chemise, voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment important. Ça permet, tu vois, d'arriver dans une disposition d'esprit où voilà, tu es concentré et il n'y a pas quelque chose qui vient te parasiter l'esprit qui fait que tu vas voilà, un peu dérailler, penser à autre chose, etc. Et alors, quand on commence l'entretien et quand on y va, là, on fait quoi? Ça, c'est ton conseil, Corinne. Surtout que tu me citais tout à l'heure, mais avec que je te rejoins vraiment, c'était de dire qu'il faut être hyper pro dès le début. Hein. C'est-à-dire vraiment, on arrive dans l'établissement, on est déjà on est dans l'entretien, on démarre l'entretien à partir du moment où on met un pied dans l'établissement. Ouais. Et oui, les premières images, les premières impressions sont importantes hein, quand on est en présentiel. Le regard, le sourire, la démarche. Il y a des exercices de visualisation qui marchent très bien pour ceux qui sont les plus timides d'entre nous, qui sont un peu impressionnés par ce type d'événement. Vraiment s'imaginer, se visualiser en train d'entrer, de dire bonjour, de serrer la main, etc. Le faire plusieurs fois, ça permet vraiment de dédramatiser la chose, se projeter dans l'entretien et de le faire le jour J avec beaucoup de naturel. Ouais. Mais nous, quand on entraîne les étudiants, en fait, on leur fait vraiment passer la Mm. porte. On leur fait faire ça aussi parce que c'est la première impression, quoi. Euh, Exactement. Marie, si on me pose une question et je ne sais pas répondre, c'est le stress, j'ai pas la réponse. Je fais quoi? Ouais, bah, je pense que c'est le stress, enfin, c'est la source de stress principale de tous les étudiants, hein. C'est tout ce qu'on se dit, on a tous passé des oraux, c'était notre angoisse totale de se dire: «Ah, le blanc, je ne sais pas quoi répondre». Moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que, il faut imaginer un oral comme une conversation. C'est-à-dire que souvent, c'est quasiment, si tu veux, les élèves les plus scolaires qui sont pénalisés parce qu'en gros, ils prennent l'oral comme un QCM. On me pose une question, il faut que j'ai une réponse exacte à la question. Et en fait, il se joue beaucoup d'autres choses pendant un oral. C'est-à-dire que le jury, ce qui l'intéresse, c'est pas de te piéger, de te trouver la question vraiment pourrie à laquelle tu sais pas répondre pour pouvoir te titiller et te mettre extrêmement mal à l'aise. Ce qu'ils veulent, c'est savoir si tu matches avec l'école, si tu corresponds à ce qu'ils cherchent et si finalement, ensemble, vous allez pouvoir faire un bon bout de chemin. Et donc, il faut imaginer vraiment, pour moi, il faut imaginer un oral comme une conversation. C'est-à-dire, oui, c'est une évaluation, puisqu'à l'issue de ça, tu es prise ou tu n'es pas prise, mais c'est quand même ça appelle quand même une certaine souplesse. Et donc, en gros, si tu veux, si tu sais pas répondre, bah, tu réponds à côté, tu proposes autre chose. C'est aussi à toi, et c'est ça aussi les qualités qui sont attendues dans un oral, c'est d'être force de proposition, c'est de mettre en avant ta personnalité pour montrer tes capacités de rebond, tes capacités de ne pas te laisser complètement déstabiliser. Alors, le jury le verra sans doute. Si c'est une question de connaissance à laquelle tu ne sais pas répondre, le jury le verra. Donc, à un moment, il faut lui dire, faut le signifier d'une façon ou d'une autre. Mais un exemple, c'est, tu vois, sur une question de connaissance, c'est de dire, bah voilà, on t'interroge sur la guerre au Sahel, tu sais pas, t'as pas suivi le truc, tu dis, bah écoutez, j'ai été tellement, ou la guerre en Ukraine, tu vois, typiquement, j'ai été tellement choquée et je me suis vraiment beaucoup intéressée ces derniers temps à ce qui se passe entre Israël et le Hamas. C'est vraiment un sujet qui m'a énormément préoccupée. Donc, je vous avoue que sur l'Ukraine, j'ai pas suivi les derniers développements, mais j'ai vraiment été extrêmement attentive à cet autre conflit majeur qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Et là, tu développes sur autre chose. C'est-à-dire pas, tu vois, rester figé, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas rester figé dans une posture trop scolaire qui, je sais pas répondre, bim, je vais avoir 0, fin de l'histoire, on plie bagage et on repart. Puis tu vois, moi je crois aussi, et ça je le vois chaque année parce que des oraux j'en fais passer beaucoup, quand les élèves ils n'ont pas compris ma question, ils ont le droit de me le demander qu'ils n'ont pas compris ma question parce que parfois moi je m'embrouille dans mes idées aussi.
où je veux quelque chose et puis eux, ils voient pas. Et donc, je pense que moi, si un étudiant me dit est-ce que c'est ce que vous voulez dire ou j'ai pas très bien compris, est-ce qu'on pourrait repartir sur la question? Moi, je comprends et je reformule et il n'y a pas de souci, quoi. Donc, Mais tu faut as oser. tellement raison de dire ça, effectivement, et de demander à reformuler. Ou tu vois, à Sciences Po, par exemple, il y a cette épreuve qui s'appelle le commentaire d'image, qui est assez impressionnante parce qu'en gros, il te propose deux images que tu dois commenter. Donc, tu n'as pas de temps de préparation, tu dois en choisir une et assez rapidement la commenter. Et souvent, donc, les élèves sont complètement pris de court. Et moi, je leur dis, mais vous pouvez, le jury est là aussi pour aider, c'est-à-dire pour créer ces conditions de conversation. Et donc, si tu es complètement à court, bah, tu demandes, tu sollicites le jury pour qu'il te donne une première piste sur Ouais. laquelle tu vas ensuite pouvoir développer. Donc, à un moment, il va falloir s'y mettre. Oui, à un Mais s'il moment y a des donné, moments de blocage, mais ouais, ouais. on peut tout à fait interpeller le jury. Moi, ça me paraît être, même, tu vois, plutôt positif. Le Ouais, signe de quelqu'un de plutôt dégourdi, motivé, qui baisse pas les bras, qui persévère, tenace. Voilà. une solution. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok, puis on le finit cet entretien. Alors on s'en va comme ça ou alors on fait qu'est-ce qu'on fait quand on termine? Alors, on remercie le jury. Je pense que ça, c'est vraiment important. Alors, tout le monde ne se sent pas à l'aise avec l'idée de remercier le jury. Il y a même pas mal d'examinateurs qui demandent si l'élève a peut-être le candidat a une dernière question. Ah ouais, mais ça, et c'est un bon point là que tu soulèves, c'est souvent, je pense que c'est bien de l'anticiper ça aussi, hein, parce qu'on Oui, peut le poser, hein. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions? Je pense que ça, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est à préparer. ouais. Et alors moi, j'ai un bon tip là-dessus, j'ai un bon conseil, c'est que ce qui marche pour quel que soit le type d'oral, c'est d'interroger le jury sur sa propre expérience. C'est-à-dire, si tu passes un oral pour une école d'ingénieur, tu as face à toi quelqu'un qui travaille dans une école d'ingénieur, en tout cas qui intervient régulièrement et qui donne des cours dans le cadre de cette école, et simplement de pouvoir, quand il te pose cette fameuse question à la fin, est-ce que vous avez une question à nous poser, de dire, bon, voilà, moi je suis encore en train de travailler sur mon projet professionnel qui est en maturation. J'adore glaner des informations sur différents parcours de vie, différentes trajectoires professionnelles en lien avec l'ingénierie. Est-ce que vous pourriez me raconter votre parcours en quelques mots? Ça m'intéresserait beaucoup. Et ça marche quel que soit, tu vois, le type d'oral que tu passes. Ça marche pour Sciences Po, ça marche pour les business schools, ça marche vraiment pour tout. Finalement, et puis c'est pas mal, je trouve, parce que ça montre que tu t'intéresses au jury, que tu as cette posture vraiment assez curieuse, que tu es en train de créer ton projet pro, et du coup, ça reboucle un peu avec la raison pour laquelle finalement tu passes cet oral. Une question aussi que j'ai eue l'année dernière chez des élèves que j'ai accompagnés, c'est est-ce que vous avez postulé dans d'autres établissements? Alors ça, c'est pas très sympa, mais ils la posent. Moi, c'est vrai que j'ai tendance quand même à dire aux étudiants que faut quand même pas mentir, quoi. Ils sont quand même pas idiots, ils se doutent bien que tu as postulé dans d'autres établissements. Si tu dis non, c'est quand même un peu, voilà. Donc, essaye de dire ce qu'il faut dire sans forcément tout raconter non plus. Si tu as postulé dans 60 établissements, peut-être pas. Mais là, j'ai une élève qui postule aux Pays-Bas et je lui ai dit, bah, dis que oui, tu as postulé pour un autre University College, que tu as aussi postulé au Royaume-Uni, à chaque fois pour le même sujet, Ouais, parce que c'est quand même vraiment ça. Et que pour l'instant, bah, tu n'es pas très sûr de l'école qui t'intéresse le plus et que tu es encore en train de réfléchir. Voilà. Mais moi, je pense ouais. qu'il faut être honnête, quoi. Moi, je suis assez partisane effectivement de la sincérité, mais de manière générale, hein, dans les oraux, je trouve qu'il vaut mieux dire la vérité. Et puis, tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur la conversation. Finalement, un oral, c'est un peu deux personnes en train de se draguer. Donc, c'est aussi, tu vois, si c'était la super belle fille du collège, enfin du lycée, qui est courtisée par 150 personnes, et que tu dis, bah ouais, moi, il y en a 149 autres que je suis en train de rencontrer. Mais si tu as été au top, bon, bah, c'est pas pour ça qu'ils te prendront pas, en fait. Donc, Exactement. S'ils te veulent, ils te veulent, hein, de toute façon. Et c'est pas parce que tu as postulé ailleurs. Et de toute façon, ils savent que tu as postulé ailleurs. Donc, ouais, voilà. Sinon, ça serait bien exactement. quand même de dire non, c'est que vous. Et là, Et tu ouais, dis non. est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on n'est pas dupe en tant que jury, on le Ah, non, voit, non, l'élève qui te dit non, mais vous êtes vraiment mon unique vœu. Non, on ne croit pas. non, c'est pas une bonne idée. Super, ok. Bon, bah, écoute, on va arriver à la fin de cet entretien. Marie, merci pour ces super conseils. Je pense que, ouais, toutes les deux, c'est tout ce qu'on on vous a dit, tout ce qu'on dit à nos élèves, hein. C'est tout pareil. Marie, si quand même, c'est quand même mieux de travailler en vrai avec toi ou avec ta formation en ligne. Si on veut avoir plus d'informations sur toi ou sur ta formation en ligne, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram ou Ouais. sur mon site internet. Donc, mon Instagram, c'est Marie-avenir-orientation. Voilà, parce que mon entreprise s'appelle Avenir Orientation. Et en fait, je me dis juste, Corinne, que je ne crois pas t'avoir présenté ma formation.
Parce que du coup, comme je prépare, j'en dis juste un mot, comme je prépare beaucoup d'élèves aux oraux, je forme aussi d'autres professionnels qui sont souvent, comme moi, des professionnels de l'orientation, afin que eux soient en mesure de former des élèves à la préparation des oraux. Tu vois, donc en gros, pour que d'autres gens puissent faire le même job que moi, les coacher, leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent et pour qu'ils cartonnent aux oraux qu'ils présentent. Et ce qui est top avec ta formation, c'est que c'est du clé en main. C'est-à-dire qu'on achète ta formation et après, on est capable de former des élèves qui vont réussir parce que tout est clé en main, quoi. C'est Donc, l'idée, ouais, avec ouais. plein de petits conseils, de petits exercices hyper pratiques qui montrent Ouais. qu'encore une fois, c'est un sujet qu'on peut prendre en main, qu'il y a plein de choses, plein de leviers, plein d'outils pour travailler ça. Et voilà. Ouais, donc moi je trouve que c'est une formation qui est très bien si toi tu veux en tant que professionnel accompagner, mais aussi en tant que parent. Et tu te dis, mon Dieu, surtout quand on a plusieurs enfants, on se dit il va falloir qu'on fasse des préparations à l'oral plein de fois. Donc ça peut être aussi un bon investissement une fois qu'on va pouvoir utiliser plein de fois et pour les cousins, les cousines, etc. Donc super. Mais je mettrai tout hein, de toute façon dans la description de l'épisode, donc aucun souci. Merci Marie pour ton temps. Retourne vite à tes petits coachés qui ont bien besoin de toi en ce moment. Et puis je te dis à très vite. À très vite, Corinne. Merci beaucoup. Merci. Je suis certaine que tu auras appris beaucoup de choses durant cet entretien. Et puis, écoute, moi aussi, et je pense que je vais réutiliser les conseils de Marie lorsque je vais accompagner les jeunes ou alors mes étudiants au lycée. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Tout d'abord, c'est que durant la première phase, la phase de préparation, il est important que tu connaisses bien la formation. Alors, ça, on en avait déjà parlé, puisque quand tu fais ta lettre de formation, dans ta lettre de motivation, tu dois aussi connaître la formation. Mais là où ça va un petit peu plus loin, c'est que dans cette phase de préparation, c'est une phase qui finalement va pouvoir commencer très très en amont de l'oral, il va falloir que tu t'intéresses à un domaine en particulier que tu vas devoir défendre le jour de la formation, parce qu'il y a de grandes chances qu'on te pose des questions sur le domaine de prédilection de la formation. L'ingénierie, si c'est une si tu fais une école d'ingénieur, les sciences politiques, si tu fais des sciences politiques, etc. Alors, Marie, elle m'a donné une idée qui était importante, c'est que rassure-toi, tu ne peux jamais tout savoir et que c'est évident parce que sinon, tu ne te formerais pas, tu n'irais pas dans l'école. Par contre, ce qu'elle te conseille de faire, c'est d'avoir des thèmes clés qui t'intéressent vraiment et de les fouiller pour pouvoir les découvrir au maximum et être assez expert pour pouvoir en parler en étant à l'aise le jour de ton oral. Deuxième conseil, toujours dans la phase de préparation, c'est qu'il va falloir apprendre à te présenter. La fameuse question qu'on pose toujours au début d'un entretien. Et là, ce que dit Marie, c'est que se présenter, c'est pas faire une liste d'expériences, mais vraiment, c'est arriver à rebondir sur qui on est et tirer les principales forces, les principales qualités que tu vas pouvoir avoir en te basant sur des expériences. Et l'idée clé pour moi, c'est que ce n'est pas l'intitulé de ton expérience qui va compter, mais c'est vraiment ce que tu vas être capable d'en dire. Et tout ça, ça se travaille. C'est-à-dire que tu vas pouvoir partir de petites expériences qui finalement ne vont peut-être pas être si petites que ça et essayer, en y réfléchissant à l'écrit, en faisant des fiches, de retrouver des éléments qui ont forgé ta personnalité. La troisième idée, c'est qu'un oral, ça se travaille et ça se travaille beaucoup. En fait, pour pouvoir réussir le jour J, tu vas devoir t'entraîner à voix haute, pas que dans ta tête, plusieurs fois, devant des personnes qui te connaissent, devant des amis, devant des gens de ta famille. Et puis, s'il n'y a personne pour t'écouter, eh bien, un conseil, c'est enregistre-toi, filme-toi pour arriver à gommer les défauts que tu vas pouvoir avoir durant l'oral. Et clairement, plus tu vas t'entraîner et plus tu vas performer à l'oral. La dernière idée, c'est que le jour J, durant l'entretien, il y aura peut-être des moments où on va te poser une question et que tu n'auras pas la réponse. Eh bien, Marie nous dit que ce n'est pas grave. L'objectif du jury, ce n'est pas de te piéger. Et ça, je peux témoigner puisque je suis souvent jury dans les oraux. L'objectif du jury, c'est jamais de piéger les candidats, mais c'est plutôt de voir si en fait tu corresponds à l'école, si tu vas t'y sentir bien, si tu seras à ta place et si tu vas pouvoir réussir. Donc, si tu n'as pas la réponse à la question du jury, ça peut être parce que tu ne l'as pas comprise. Dans ces cas-là, demande de reformuler. Mais c'est peut-être parce que vraiment tu n'as pas la réponse. Eh bien, dans ces cas-là, essaye de rebondir en ramenant le jury sur un sujet que tu connais. Sois force de proposition. Ça montrera au jury que tu es quelqu'un de flexible.
Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. En fait, je suis sûre que cet épisode t'aura plu. Et puis, si c'est vraiment le cas, est-ce que tu peux me le dire en mettant des étoiles dans Apple Podcast ou dans Spotify, en m'écrivant un petit commentaire. Tout ça, ça me fait plaisir et ça m'encourage surtout dans mon travail. Si tu as besoin de te faire accompagner pour l'oral, n'hésite pas à contacter Marie. Tu retrouveras son contact dans les notes de l'épisode ou aussi dans l'article de blog que je publie sur mon site www.corinneholroyd.com. Et là, tu auras tous les contacts nécessaires pour pouvoir travailler avec Marie. Voilà, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!